notamment de 1795. Hein. Vous avez, avec Patrice Guénifet, publié il y a 2-3 ans, je crois, déjà une anthologie sur Waterloo. Et alors, vous avez fait quelque chose qui est quand même absolument incroyable. Vous avez réussi à faire tenir dans ce magnifique bouquin de la collection bouquins de Robert Laffont 857 lettres de Napoléon. On se dit déjà 857 lettres de Napoléon, c'est pas mal, mais c'est rien du tout. 857 lettres de Napoléon choisies parmi les plus de 40 000 qu'il a écrites tout au long de sa vie entre 1784. 40 000 lettres connues, elles sont bien nombreuses, oui, en effet. Ah oui, vous voulez dire qu'il y en a même peut-être encore plus que 40 000? Il y a des inédits, mais à ce jour, la science historique ne les connaît pas toutes. Voilà. Alors il y a un travail qui a été fait depuis très longtemps par la Fondation Napoléon, par les éditions Fayard, qui publient la totalité des lettres de Napoléon. Avec ça, donc plus de 40 000, je peux vous assurer que vous faites des bibliothèques. Ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est que vous avez choisi des lettres qui nous permettent d'abord de saisir toute la trajectoire, tout le destin de ce personnage depuis 1784, où il n'est encore qu'un tout jeune homme, à Brienne, l'école où il va apprendre à devenir officier, jusqu'à 1821, et ce fameux 5 mai, il y a presque 200 ans, où Napoléon rend l'âme à Sainte-Hélène. Vous préfacez, Patrice Guénifet, cette anthologie, et évidemment, tout de suite, la question que l'on se pose est Napoléon, écrivain, tiens, c'est pas forcément l'idée qu'on se fait de Napoléon quand on en parle, c'est pas forcément le mot qui vient à l'esprit spontanément. Est-ce qu'il est un écrivain réellement? Est-ce qu'il suffit d'avoir publié, écrit 40 000 lettres pour être écrivain? Patrice Guénifet. Il y a longtemps, il s'est voulu auteur. Et quand il était jeune, il avait une ambition littéraire comme beaucoup de jeunes gens de la fin du XVIIIe siècle. Il se rêvait en Rousseau, etc. Et puis, il a bien dû se rendre à l'évidence un jour, pendant la Révolution, qu'il ne serait jamais un auteur et qu'il n'avait pas ce talent d'écrire, de prendre le temps, de s'asseoir, d'écrire un livre. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Et à la fin de sa vie, il a... Vous écrivez qu'il voulait être le Rousseau de sa génération. Pourquoi oui, Rousseau l'avait-il tant marqué? Mais parce que Rousseau a marqué tous les jeunes gens de ce siècle, de la fin du XVIIIe siècle, parce que Rousseau incarne la gloire littéraire. Et dans un siècle où la guerre est devenue plutôt rare, hein, au XVIIIe siècle, surtout à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, les rêves de gloire se réinvestissent dans la littérature, parce que les écrivains et les philosophes sont devenus les nouvelles autorités du siècle. Alors tous les jeunes gens ambitieux et qui ont un peu de talent, d'intelligence, se rêvent en écrivain et veulent tous devenir Rousseau ou Voltaire. Très peu, bien sûr, en ont les moyens. Et Napoléon n'est pas de ceux qui posséderaient les moyens nécessaires pour devenir un nouveau Rousseau. Si bien qu'en 1792, il écrira à son frère Joseph une lettre célèbre dans laquelle il lui dit « J'ai renoncé à la petite ambition d'être auteur ». Et c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'il va devenir un écrivain, c'est-à-dire en se mettant non plus à écrire, mais à dicter, et à dicter en relation avec sa vie, qui est une vie entièrement consacrée à l'action. C'est-à-dire que dans sa vie, il n'y a pas de place pour la réflexion, il n'y a pas de place pour la méditation. C'est un homme d'action. Et il est exactement comme César. Pardonnez-moi, je m'arrête sur ce point. Oui, je vous en prie. Qu'on s'arrête sur ce point. Vous dites qu'il n'y avait pas dans oui. sa vie de place pour la méditation, pour la réflexion. C'était un homme d'action. Et en même temps, vous écrivez, et Laurie Chavanette le dit aussi dans son introduction, il est lecteur. C'est un lecteur. Ah oui. Qu'est-ce qu'il lit? Il n'aime pas les romans, il n'aime pas les poèmes. Bon, ça, on a compris. Ah, il lit un roman tous les matins. C'est-à-dire, il ouvre le roman, il en lit quelques pages. Si ça ne lui plaît pas, il le jette dans la cheminée. S'il est en voyage dans la... Ouais, ou alors par la fenêtre de son carrosse. C'est vrai ça? Ou alors c'est une... Oui, c'est vrai. Oui, je pense que Loris confirmera l'anecdote. Donc, il lit rapidement de tout. Je pense qu'il lit surtout parce qu'il ne peut pas rester inoccupé. Et donc, quand il a un moment, eh bien, il ouvre un livre. Mais tout ça dans le plus grand désordre. Ça m'étonnerait qu'il ait lu un livre en entier dans sa vie. Sans doute les Ça veut vies dire parallèles. qu'il était lecteur, mais il avait peu de connaissances, comme beaucoup l'ont dit. Il n'avait pas une grande culture. Il n'a pas une grande culture. Il a une culture d'autodidacte, éclectique. Il connaît un petit peu sur tout.
Et puis, il a surtout une immense faculté d'assimilation. Ce qui fait que ces bases, même limitées, lui suffisent pour soutenir une conversation et il apprend très vite. Alors, il suffit que quelqu'un, il a lu quelques ouvrages de droit, il a lu quelques ouvrages de mathématiques, mais il suffit qu'un mathématicien ou un juriste le prenne à part et lui explique quelque chose et il comprend tout de suite et il retient. Et c'est ça sa force. Mais alors, Loris Chavanette, Patrice Guénifet vient de nous dire que Napoléon n'écrivait plus déjà très très jeune, il dictait. Du coup, qui est l'auteur? C'est Napoléon ou ceux qui prenaient sous sa copie et qui peut-être amélioraient un petit peu les choses, le copiste ou celui qui dicte? Alors, avec Napoléon, il y a toujours l'homme privé et l'homme public, même si l'homme public dévore absolument l'être privé et les sentiments. En tout cas, il prenait un soin particulier, toujours, à écrire personnellement ses lettres à ses épouses et à ses maîtresses, car il en a eu. Il a toujours écrit ses lettres enflammées à Joséphine ou encore à Marie-Louise. Ils sont sublimes d'ailleurs, ce sont des très très belles lettres. Les meilleures, oui, les plus passionnées, les plus grivoises aussi, il faut le dire. Ouais. Mais en tout cas, il dictait ses lettres dans son cabinet de travail à ses secrétaires, Bourrienne, Menneval, et ils ont connu des séances de travail prolongées jusque tard dans la nuit. Napoléon qui parlait le vrai courage, c'est celui de 3 heures du matin. Eh bien, cette réputation n'est pas usurpée. Napoléon a poussé ses secrétaires jusqu'au bout de leur fonction, de leur travail, de leur santé, tant et si bien que lui-même s'est épuisé à force de courir l'Europe, d'écrire, de dicter. Alors, il parlait très mal le français, il l'écrivait encore plus mal. C'est pas sa langue natale, hein. Vous rappelez que ça n'est pas sa langue natale. Il ne l'apprend qu'à l'âge de 10 ans. Effectivement, c'est pas sa langue natale, il parle le corse, c'est un Italien, il apprendra sur le tard l'anglais à Sainte-Hélène même, mais en tout cas, il aime la littérature française. Par contre, pour revenir un peu sur les lectures, il est passionné de Corneille. Il dit « j'aurais fait Corneille ministre ». Il est passionné de littérature, de théâtre, et c'est vrai qu'à Sainte-Hélène, on a le vrai Napoléon. Napoléon à Sainte-Hélène passe ses journées soit à écrire, soit à se faire lire des livres. Mais pourquoi cet homme qui aime tant la littérature, qui aurait voulu être Rousseau, qui aurait fait Corneille ministre, pourquoi cet homme qui aime tant les écrivains n'a-t-il pas su s'attirer les écrivains? À part évidemment des écrivaillons qui formaient sa cour, pourquoi ses contemporains, Chateaubriand en tête, l'ont-ils tant détesté? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'origine du malaise entre Napoléon et ses écrivains? Je crois que, à cette question, pour répondre je laisserai la parole après à Patrice Guénifet, bien sûr, Chateaubriand a dédié le génie du christianisme à Bonaparte. Il ne faut pas l'oublier, donc il a été adulé par certains, ensuite critiqué. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré quand même pour Chateaubriand. Ça n'a pas duré longtemps, oui, jusqu'à l'assassinat du duc d'Enghien, grosso modo. Mais prenez Goethe, par exemple. Napoléon était friand des souffrances du jeune verseur. Il a rencontré Goethe, qui disait que Napoléon était un grand homme, et Napoléon disait de Goethe, quel homme! Et effectivement, les grands auteurs de cette époque, même certains grands compositeurs, l'ont souvent adoré avant de le rejeter quand il a un peu despotisé l'Europe. Sylvie Hiver, qu'est-ce que vous inspire la correspondance et cette différence que nous ont expliqué Patrice Guénifet et Loris Chavanette entre d'un côté l'homme qui peut être passionné, hein, voire grivois quand il parle à la femme qu'il aime, que ce soit Marie Walewska, sa maîtresse, ou Joséphine, la première impératrice, et Marie-Louise, la seconde. Et puis d'un autre côté, celui qui fait des proclamations aux armées, qui est un orateur hors pair, qui est capable d'emmener ses soldats prendre le pont d'Arcole. Mais ce que je retiens, moi, ce sont les proclamations, évidemment, parce que c'est ce que j'ai le plus vu, les lettres à Joséphine, bien sûr. J'en ai lu, je vois très bien de quoi on parle. C'est vrai que c'est surprenant. Mais les proclamations sont extraordinaires, parce qu'il arrive à se renouveler en permanence. Donc, il fait une proclamation à l'armée, et puis au peuple, et c'est pas la même. Et il dit au peuple ce qu'il a envie d'entendre, évidemment, hein, c'est quand même le roi de la communication, et à l'armée, ce que l'armée a envie d'entendre, c'est-à-dire un désir de gloire, et ça prend encore en 1815. C'est inouï, alors que les Français en avaient vraiment assez
en 1814 de la guerre. C'est inouï, c'est un magicien. Alors, Patrice Guénifet, jusqu'à présent, quand on parlait de Napoléon, pour essayer de comprendre le personnage, mais aussi l'époque, nous avions deux bréviaires. Celui-ci, d'abord, le mémorial de Sainte-Hélène, dicté à Lascaz au tout début de la réclusion à Sainte-Hélène, et puis quand même les mémoires de Napoléon, dont vous dites dans votre préface que... voilà, sont un petit peu empoulés et beaucoup moins intéressants que le mémorial, mais enfin quand même. Qu'est-ce que la correspondance nous apporte de plus que ces deux Bibles pour le fétichisme de Napoléon? Bon, ce qu'on appelle les mémoires de Napoléon, qui sont les dictées de Sainte-Hélène, à ses proches, à ses compagnons de captivité, sont une reconstitution en quelque sorte en costume d'apparat de sa carrière, qu'il a laissé inachevée puisqu'il s'est arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la propagande? Du consulat. Non, c'est pas de la propagande. Vous voulez dire que c'est de la propagande de l'idéologie? Quand les gens écrivent leurs mémoires, c'est une sorte de statue qu'ils sculptent délibérément pour l'avenir, pour le futur, pour la postérité. Et puis, il s'interrompt au bout d'un moment, d'abord parce qu'il est malade. Il est de plus en plus malade. Et ensuite, je pense, parce qu'il perd, il n'a pas vraiment d'intérêt à dicter ses mémoires proprement dit. La correspondance, c'est un peu son autobiographie au jour le jour. On pourrait dire que c'est son journal, presque. Alors bien sûr, il y a toute une part d'intimité qui nous échappe et nous échappera toujours. Mais en même temps, c'est un peu l'autobiographie qu'il écrit de sa vie au moment où il l'a fait. Donc ça, c'est le côté extraordinaire de la correspondance et ce qui la rend si précieuse, parce que ni le mémorial, qui est quand même une remémoration du passé, ni l'exercice laborieux des mémoires, proprement dites, ne remplace la correspondance. Là, on a, semble-t-il, trois faces du diamant Napoléon. Les mémoires, le mémorial, dont Patrice Guénifet vient de nous expliquer la différence, mais aussi cette correspondance. Est-ce qu'avec tout cela, on a percé le mystère Napoléon? Est-ce qu'on sait qui il était? Le mystère, cher François, demeurera. Et même si l'on découvrait encore des dizaines de milliers de lettres ou qu'on découvrait un manuscrit secret, je crois que l'homme est tellement à multifacettes, est tellement une pieuvre au point de vue politique qui veut s'étendre sur tout, un homme avec un peu une double personnalité, à ce qu'il me semble. Il a commencé, et c'est son frère Joseph qui le dit, assez sensible, le produit d'une imagination flamboyante. Et puis assez vite, on voit que son style change, sa personnalité s'efface pour laisser place entièrement à l'homme politique qu'il est et qu'il veut incarner. Et donc c'est vrai que le mystère demeurera, tout comme il le dit lui-même, quel roman pourtant que ma vie. Il n'est pas toujours évident de comprendre. A-t-il prononcé cette phrase? Il n'est pas toujours évident de comprendre un roman. C'est une saillie à Sainte-Hélène, mais en tout cas, Napoléon restera... D'ailleurs, c'est pour ça que la littérature s'emploie tant à le traiter, parce qu'il est fuyant. Voilà, il est fuyant, Napoléon. Entre l'éternité, l'océan et la nuit, c'est le titre de cette correspondance, édition établie par Lauris Chavanette, préfacée par Patrice Guénifet. C'est dans la très bonne collection bouquins aux éditions Robert Laffont. Puisqu'on parlait tout à l'heure de Napoléon, et on disait que c'est peut-être le confiné le plus célèbre de l'histoire de France, avec cette réclusion à Sainte-Hélène, quels sont les livres que vous lisez, vous, en ce moment, historien? Tiens, Sylvie Hiver, en quelques mots. Alors, comme en ce moment, je travaille déjà depuis un moment sur le prochain roman, je ne lis qu'utile, entre guillemets. Donc, je ne m'amuse absolument pas à lire des livres à côté. Par contre, je peux en recommander. J'avais pensé à La Chambre noire de Longwood, parce que justement, ça raconte de Jean-Paul Kaufmann de Napoléon. Mais est-ce que c'est un roman? Je ne sais pas. Et j'ai repensé à quelque chose que j'ai lu adolescente, qui m'a énormément marqué, que je n'ai jamais relu depuis, qui est les souvenirs de la Maison des Morts de Dostoïevski, qui pendant 700 pages nous raconte son séjour de 10 ans au bagne. Et je vous assure que j'en ai le souvenir très très prégnant de 10 ans qu'on a l'impression de passer avec lui, pour à la fin 2 lignes qui évoquent sa libération, mais euphorisante. On se croirait à la fin de Midnight Express. C'est extraordinaire. Voilà, c'est mon conseil. C'est un classique. Patrice Guénifet?
Alors, moi, bon, on est confiné, on a le temps de lire, voilà, c'est un moment pas très propice à l'écriture. Donc moi, je vous conseille d'Eugenio Corti, Le Cheval Rouge, Hmm. qui est un roman fleuve, 1400 pages. C'est pour les forts lecteurs, c'est pour les gens qui aiment bien les gros livres. C'est une épopée, c'est l'histoire de jeunes Italiens qui sont envoyés combattre sur le front de l'Est. Et c'est un roman fait de destins croisés. C'est un peu une sorte de guerre épée du XXe siècle, dans des circonstances beaucoup plus tragiques que celles dont parle Tolstoï. Et c'est vraiment un roman sublime que Corti a passé sa vie à écrire, puisque lui aussi avait combattu sur le front de l'Est dans l'armée italienne, dans une guerre dont il ne comprenait pas les raisons. Et il a passé ensuite sa vie à composer ce roman, qui n'est pas comment dire, c'est pas un livre de souvenirs, c'est pas un roman historique, c'est vraiment un magnifique roman avec des personnages inoubliables. Et puis, comme nous sommes dans une époque un peu particulière, pour les lecteurs un peu plus pressés, c'est-à-dire qui n'auraient pas le temps de lire 1400 pages, je conseille de relire Molière, et notamment Le médecin malgré lui, à l'heure où nous sommes envahis de médecins molièresques sur les plateaux de télévision. Génial. Voilà. Un très bon conseil qu'on va suivre. J'adore. Loris Chavanette. Oui. Alors pour ma part, le confinement invite au voyage, absolument. Et donc je lis actuellement, ou plutôt je relis, puisque je viens de publier cette année mon premier roman. Je me berce de littérature de jeunesse. Je relis Cro-Blanc de Jack London pour me plonger dans le wild, comme il le dit, des grands espaces canadiens. Et puis encore, je relis, je viens de le finir, donc c'est encore tout frais, tout chaud plutôt, Le Lion de Joseph Kessel, dont la fin m'inspire tellement. Voilà un grand voyageur. Voici de grands voyageurs, Jack London et d'ailleurs aussi Joseph Kessel, tout comme Napoléon l'a été à sa manière. Hein, si on veut faire un parallèle, Napoléon nous a appris l'orientalisme. Eh bien, moi, j'ai envie, pendant cette période, de me replonger en enfance et d'aller chercher dans d'autres espaces la liberté qu'on n'a plus. Voilà. Merci beaucoup, Loris Chavanette, Patrice Guénifet, Sylvie Hiver. Merci d'avoir partagé votre passion pour Napoléon et pour Bonaparte. Et puis à chacun de se faire une idée. Deux séquences avant de clore cette émission. D'abord, ces fameuses lectures confinées. On vient d'en parler à l'instant. Mais vous le savez, sur les réseaux sociaux, en ce moment, surgissent des initiatives qui viennent très souvent de la part de comédiens qui sont des bons lecteurs. Voici ce que vous pouvez trouver. Et on vous donne le meilleur chaque semaine. Par exemple, Josiane Balasco qui lit Andersen et Denis Podalides qui lit Francis Ponge. Il y avait une fois un élégant cavalier dont le seul mobilier se composait d'un tire-botte et d'une brosse à cheveux. Mais il avait le plus beau faux col qu'on eût jamais vu. Ce faux col était parvenu à l'âge où on peut raisonnablement penser au mariage. Et un jour, par hasard, il se trouva dans la lessiveuse en compagnie d'une jarretière. « 1000 boutons !» s'écria-t-il. « Jamais je n'ai rien vu d'aussi fin et d'aussi gracieux. Oserais-je, mademoiselle, vous demander votre nom ?»« Que vous importe ?» répondit la jarretière. « Je serais bien heureux de savoir où vous demeurez. » Mais la jarretière, fort réservée de nature, ne jugea pas à propos de répondre à une question si indiscrète. Vous êtes, si je suppose, une espèce de ceinture ?» continua sans se déconcerter le faux col. « Et je ne crains pas d'affirmer que les qualités les plus utiles sont jointes en vous aux grâces les plus séduisantes. » Il y a beaucoup à dire à propos du savon. Exactement tout ce qu'il raconte de lui-même jusqu'à disparition complète, épuisement du sujet. Voilà l'objet même qui me convient. Le savon a beaucoup à dire, qu'il le dise avec volubilité, enthousiasme. Quand il a fini de le dire, il n'existe plus. Une sorte de pierre, mais qui ne se laisse pas rouler par la nature. Elle vous glisse entre les doigts et fond à vue d'œil plutôt que d'être roulée par les eaux.
Le jeu consiste justement alors à la maintenir entre vos doigts et à l'y agacer avec la dose d'eau convenable afin d'obtenir d'elle une réaction volumineuse et nacrée. Qu'on l'y laisse séjourner, au contraire, elle y meurt de confusion. Et voilà pour ces lectures confinées. Alors, vous pouvez aussi lire La Peste, par exemple, d'Albert Camus. Vous savez qu'on a lancé cette grande lecture participative sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Vous êtes très, très nombreux à suivre et puis surtout à avoir envie d'y aller. Tiens, je vous propose un petit extrait de ce que ça donne. C'est tous les soirs à 18h sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie, sur Facebook essentiellement. Loïc Corbery de la Comédie Française, encore, vous lit un extrait de La Peste et vous aussi, téléspectateurs, téléspectatrices, vous pouvez participer en vous connectant sur l'adresse mail qui est en train de s'inscrire juste en bas de votre écran et puis prendre la suite des comédiens, des chanteurs, des écrivains pour que tous ensemble nous lisions l'intégralité de La Peste de Camus avec les maps participation et autorisation des éditions Gallimard. Regardez, Loïc Corbery. Le lendemain de la conférence, la fièvre fit encore un petit bond. Elle passa même dans les journaux, mais sous une forme bénigne, puisqu'ils se contentèrent d'y faire quelques allusions. Le surlendemain, en tout cas, Rieux pouvait lire de petites affiches blanches que la préfecture avait fait rapidement coller dans les coins les plus discrets de la ville. Il était difficile de tirer de cette affiche la preuve que les autorités regardaient la situation en face. Les mesures n'étaient pas draconiennes et l'on semblait avoir beaucoup sacrifié au désir de ne pas inquiéter l'opinion publique. L'exorde de l'arrêté annonçait en effet que quelques cas d'une fièvre pernicieuse, dont on ne pouvait encore dire si elle était contagieuse, avaient fait leur apparition dans la commune d'Oran. Ces cas n'étaient pas assez caractérisés pour être réellement inquiétants, et il n'y avait pas de doute que la population saurait garder son sang-froid. Néanmoins, et dans un esprit de prudence qui pouvait être compris par tout le monde, le préfet prenait quelques mesures préventives. Comprises et appliquées comme elles devaient l'être, ces mesures étaient de nature à arrêter net toute menace d'épidémie. Et voilà, à vous de lire dorénavant. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver tous les titres dont nous avons parlé sur les réseaux sociaux de l'émission que vous pouvez revoir en replay sur le site France.tv, que vous pouvez écouter en balado-diffusion, en podcast.